Le responsable de l'Holocauste, le terroriste qui a fait trembler l'Amérique, le narcotrafiquant le plus puissant au monde et l'explorateur le plus connu de son époque. Leur point commun, avoir disparu sans laisser trace pendant plusieurs années. Des cavales sans fin, des indices passés au peigne fin, des fausses pistes, des couvertures en béton, des stratégies rocambolesques pour au final être quand même retrouvés. Mais alors, comment ? Quelle a été leur faille, leur erreur ? Aujourd'hui, on vous raconte comment ces 4 hommes que tout le monde croyait perdus ont finalement été retrouvés. Adolf Eichmann. Dans une petite ville de banlieue de Buenos Aires, un homme rentre du travail. Il observe au loin une voiture garée à un endroit inhabituel. Sûrement une panne. L'un des conducteurs s'approche et lui dit en espagnol « Un instant, monsieur, notre homme est méfiant. » Il tente de reculer, mais le conducteur lui saute dessus. C'est un kidnapping. Parce qu'en fait, celui qu'on est en train d'enlever, c'est pas un Argentin ordinaire. Non, lui, c'est Adolf Eichmann, le cerveau de l'Holocauste, disparu depuis plus de 15 ans. C'est connu, ce cliché dégradé allemand qui s'enfuit en Argentine après la guerre, mais déjà, comment ils ont réussi à disparaître ? Faut d'abord se poser une autre question. Comment c'est possible de disparaître quand on est aussi recherché ? En 1945, Eichmann retourne voir sa femme et ses enfants en Autriche. De peur d'être capturé, il leur donne une capsule de cyanure. Si les Russes arrivent, vous devrez les mordre. Si ce sont les Américains ou les Britanniques, ce ne sera pas nécessaire. Puis, il les quitte pour rejoindre l'Allemagne, où il est capturé par des Américains et envoyé dans un camp de détention pendant plusieurs années avec d'autres SS. Sombre ironie, quand on sait que c'est lui qui était chargé de la logistique, de la solution finale. Et personne le reconnaît ? Non, déjà parce qu'on sait pas à quoi il ressemble, mais aussi parce qu'il brûle son tatouage de SS, celui qui indique son groupe sanguin, et change de nom, Otto Eckmann. Au même moment se déroule le procès de Nuremberg, où sont jugés tous ceux qui n'ont pas réussi à disparaître. Le nom d'Eichmann y est prononcé, désormais le monde entier le cherche. Avec la complicité d'autres anciens SS, il s'enfuit et va se réfugier à la campagne. Il devient bûcheron puis éleveur de poulets, mais là oui, on est loin de l'Argentine, alors comment il a fait pour s'y enfuir ? Grâce au Vatican et à la Croix-Rouge, Eichmann se rapproche d'un réseau de sympathisants qui le fait passer en Italie. Italie égale Mussolini, égale fascisme, et il y en a encore des traces en 1950. Comme des évêques d'extrême droite pro-nazis, dont certains chargés du service des réfugiés de guerre, qui peuvent donc parfaitement lui fournir les papiers nécessaires. Et comme la Croix-Rouge ne vérifiait pas bien l'identité des demandeurs de passeport, Eichmann en obtient un sans problème. Avec son nouveau nom, Ricardo Clement, il quitte l'Europe pour Buenos Aires. Quelques années plus tard, il sera rejoint par sa famille. Les années passent, l'Allemagne se reconstruit, loin d'elle l'idée de traquer ces anciens monstres. Sauf pour le procureur. Un jour, il reçoit une lettre d'un avocat allemand et juif qui vit à Buenos Aires. Sa fille entretient une relation avec un garçon, Klaus. Et si ce Klaus raconte qu'il est orphelin élevé par son oncle Ricardo, c'est en réalité le fils d'Adolf Eichmann. Une piste en or, sauf que le procureur ne contacte pas les autorités allemandes. Comme on dit, ça ne les intéresse pas. D'autant que des anciens nazis font partie de l'administration, la justice ou les renseignements. À la place, le procureur contacte le Mossad, les services de renseignement d'Israël. D'abord sceptiques, ils envoient un de leurs agents vérifier s'il s'agit bien d'Eichmann. À l'aide d'un appareil caché dans une mallette, le gars prend une photo. Et bingo, c'est bien l'ancien dignitaire nazi, reconverti en mécanicien, qui vit dans un taudis sans eau courante ni électricité. Il faut le capturer, mais sans l'aide et l'autorisation de l'Argentine. Trop dangereux, il risquerait de l'apprendre et de s'enfuir. Le gouvernement argentin entretenait un fort lien avec le Troisième Reich et d'autres anciens nazis sont cachés dans le coin, comme le docteur Joseph Mengele, l'ange de la mort. Non, ce sera une mission top secrète. Un petit groupe débarque donc incognito à Buenos Aires et commence à observer Eichmann. Tous les jours, il prend le même bus pour aller au travail et rentre le soir à la même heure. Ça, c'est leur chance. Le 11 mai 1960, Eichmann descend du bus et se retrouve nez à nez avec les agents du Mossad. En 1 minute, il est traîné dans la voiture, bâillonné, recouvert d'une couverture pour l'empêcher de voir. S'il fait du bruit, on le tuera. Eichmann répond « J'ai déjà accepté mon sort ». On l'amène dans une maison et on l'inspecte. Faut être sûr que c'est lui. Son tatouage de SS est brûlé ? Pas grave, les agents savent qu'il a des cicatrices au visage et sur le corps. Interrogé, Eichmann finit par avouer. My name is Adolf Eichmann.
On lui fait signer une lettre où il accepte d'être emmené en Israël pour être jugé. Problème, comment l'emmener? À l'époque, il n'y a pas d'avion qui fait le lien Israël-Argentine, sauf dans quelques jours. C'est l'anniversaire de l'indépendance du pays et une délégation israélienne débarque par les airs pour l'occasion. Sauf que l'avion a du retard. Les agents se retrouvent donc bloqués 10 jours avec Eichmann à le surveiller pour l'empêcher de s'échapper ou de se donner la mort. Faut le laver, le nourrir, et on parle du type responsable du génocide de leur peuple. Pourtant, aucun agent ne craque. Le traduire en justice est plus important que tout le reste. Le jour J, on déguise Eichmann en assistant de vol et on le drogue pour qu'il ait l'air ivre et qu'on pose pas de questions. Il monte dans l'avion, le service d'immigration vient les contrôler, mais ne remarque rien. Il décolle et Eichmann est livré à la justice israélienne. L'annonce de sa capture va faire le tour du monde. Vous vous en doutez, l'Argentine n'est pas ravie de l'opération. Elle porte plainte à l'ONU pour violation de sa souveraineté. Mais le cas est extraordinaire. Les crimes sont trop grands. Israël répondra de ses actes plus tard. Le procès doit avoir lieu. Et ce, malgré les lettres de menaces que le gouvernement reçoit des sympathisants nazis. Eichmann est condamné à mort. Il fera appel, ce sera rejeté. Pendu le 31 mai 1962, ses cendres sont dispersées dans la mer. Ben Laden, le terroriste. Probablement la plus grande chasse à l'homme du début du siècle. Au lendemain du drame de New York, le président Bush ordonne la capture du responsable, chef du groupe Al-Qaïda, mort ou vif. There's an old poster out west, as I recall, that said wanted, dead or alive. Au Pentagone, ça fait déjà presque 10 ans qu'on le traque. Au Soudan, par exemple, où on aurait pu l'attraper. On sait aujourd'hui qu'il se trouve en Afghanistan, protégé par le gouvernement taliban. Probablement à Tora Bora, une chaîne de montagnes, sa forteresse. Petite unité débarque en novembre, les Américains scannent la montagne sans relâche. Où se terre-t-il ? Al-Qaïda utilise des radios non cryptées faciles à écouter. Les Américains en récupèrent même une. On y entend parfois la voix de Ben Laden. On paye aussi les villageois alentours pour repérer le déplacement des terroristes et leur nombre. Après presque un mois d'observation, l'assaut est lancé. Une bombe de près de 6500 kg est larguée sur les montagnes. Première utilisation depuis le Vietnam. Ça va durer plusieurs jours. Ben Laden rédige un testament. Il croit son heure venue. Pourtant, une fois la poussière retombée, il est introuvable. Disparu. Enfui jusqu'à la frontière pakistanaise. C'est un échec cuisant pour les Américains. Pendant presque 10 ans, Ben Laden reste insaisissable. On l'a cru mort, mais ses prises de parole continuent d'être diffusées. Al-Qaïda gagne en influence, les attentats se multiplient au Moyen-Orient et en Europe, attaque à la bombe, attentat suicide. Pourtant, la CIA poursuit ses efforts. Si elle n'a pas réussi à l'avoir lui, elle capture d'autres terroristes, dont le cerveau derrière l'attentat de 2001, Khalid Sheikh Mohammed, dit KCM. Soumis à des interrogatoires renforcés, simulation de noyade, privation de sommeil, il ne donne aucune info. D'ailleurs, un rapport de la CIA dira qu'aucun indice significatif n'a été obtenu grâce à ces méthodes. On essaye aussi de retourner des islamistes, parfois sans succès, comme lors de l'attentat suicide d'un agent triple dans la base de Chapman. 6 agents de la CIA y trouvent la mort. Bref, les années passent et aucune piste ne semble se concrétiser. Sauf une. Dès 2002, les services américains suivent la piste d'un mystérieux messager. Celui qui aurait la toute confiance de Ben Laden. Les détenus nient son existence ou donnent de fausses identités. Finalement, un mentionne son nom avant la torture. Alors, on traque tout. Son téléphone, son adresse mail, on veut connaître ses habitudes et ses déplacements. Ne surtout pas louper le moment où il vendra la mèche. Ça prendra 8 ans. Quand, enfin, un jour, un coup de fil leur met la puce à l'oreille. Le messager y laisse entendre qu'il travaillerait toujours avec Ben Laden. On trace sa voiture jusqu'à la ville pakistanaise d'Abbottabad. Et là-bas, on y découvre une maison étrange. Des murs de 5 mètres de haut, des barbelés, pas de téléphone, pas d'internet, on ne sort pas les déchets, on les brûle. La maison est trop grande, le gars n'a pas les moyens de se l'offrir. Est-ce que ça serait pas là qu'Oussama Ben Laden se cache ? Possible, mais rien de sûr. On lance une fausse campagne de vaccination afin de récupérer son ADN, on surveille ses allées-venues en espérant l'apercevoir, on analyse une ombre sur les images de drone, mais aucune preuve satisfaisante. Pourtant, la CIA a peur qu'il s'échappe, peur d'un autre Tora Bora, demander de l'aide aux autorités pakistanaises avec qui il collabore depuis des années. Non,
quelqu'un pourrait alerter Ben Laden. On a des soupçons, la mission doit rester top secrète. Ça se fera par hélicoptère, pas de missile cette fois, et de nuit, sans lune. Tout ça pour éviter d'être repéré, ce qui ne laisse pas beaucoup de possibilités. Le président donne son feu vert, le raid aura lieu dans la nuit du 1er au 2 mai 2011, presque 10 ans après les attentats. Les hélicos arrivent sur la résidence. L'un s'écrase dans la cour. Raté pour la discrétion. Des gens tweetent même sur le crash. Il n'y a aucun blessé. 23 soldats du SEAL pénètrent la maison et ouvrent le feu sur les occupants. Le messager et son frère, l'un des fils de Ben Laden. Il y a aussi des femmes et des enfants. Eux, on les capture. On monte à l'étage, entre dans une chambre et il est là. Oussama Ben Laden. Il y a plusieurs versions de ce qui s'est passé. Il a tiré, il s'est servi d'une femme comme bouclier, il n'a pas bougé, il portait une ceinture explosive. Peu importe, il est abattu d'une balle dans la tête, puis dans la poitrine. C'est fini. En tout, l'assaut aura duré 40 minutes. Dans la nuit, le président Obama annonce la fin de la traque au monde entier. Le corps est emporté et jeté dans la mer d'Arabie, 9h30 seulement après sa mort. El Chapo, le narcotrafiquant. Le 24 mai 1993, une fusillade éclate sur le parking d'un aéroport à Guadalajara, au Mexique. 7 morts, dont un cardinal, le corps criblé de 14 balles. C'est une erreur. Les assassins visaient en réalité Joaquim Guzman, dit El Chapo. Et lui, il a réussi à s'échapper. Mais qui ça peut bien être ? Le futur plus gros narcotrafiquant du monde. On est à un tournant de l'histoire. Traqué, Pablo Escobar est abattu quelques mois plus tard. Le chef du plus gros cartel du pays a été arrêté des années plus tôt. Ces hommes ont partagé son héritage. Et parmi eux, il y a El Chapo. Sa signature, utiliser des tunnels pour transporter la drogue du Mexique jusqu'aux USA. Éclairage, ventilation et des chariots sur les rails pour faciliter le transport. Après la fusillade, les autorités mexicaines se lancent à sa poursuite et l'attrapent. Il est condamné à 20 ans de prison. Pas terrible pour le plus grand trafiquant de l'histoire, mais attendez, on n'est qu'au début de sa légende. En prison, c'est la vie de luxe. Repas copieux, livraison de Viagra, visite secrète de sa maîtresse et surtout corruption des gardes, dont le directeur de la prison qui deviendra son homme de main. Parce qu'au bout de 8 ans, El Chapo s'échappe, caché dans un panier de linge sale d'après la légende, même si c'est plus probable qu'il soit juste sorti avec la complicité des gardes dans un uniforme. Il échappera aux autorités pendant 13 ans tout en étendant son empire, responsable de 25% du trafic de drogue entre le Mexique et les États-Unis. Nommé ennemi public numéro 1 par la ville de Chicago, le premier depuis Al Capone. En 2009, il est sur la liste Forbes des plus grosses fortunes de la planète, 1 milliard de dollars. Extrêmement populaire, à la fois un héros du peuple qui construit des maisons et sur qui on écrit des chansons, mais aussi une terreur. Un jour, un cardinal laisse entendre qu'il serait planqué dans les montagnes non loin. Quelques jours plus tard, on y retrouve les corps de 2 militaires avec une note. Ni le gouvernement, ni les prêtres ne peuvent gérer El Chapo. On soupçonne qu'il y ait de la corruption. En tout cas, le Mexique et les États-Unis sont à ses trousses. Son entourage est sur écoute, de son cuisinier à son épouse. On fait des reconnaissances par drone, on tombe sur 8 maisons, des planques, sans savoir laquelle est la bonne. On arrête des hommes de main, des messagers, et on les fait parler. Et là, l'un d'eux craque. Les autorités lancent un raid sur la maison principale, mais le temps d'enfoncer la porte en acier, El Chapo s'est enfui. Un tunnel sous sa baignoire relié aux égouts de la ville. On le traque jusqu'à un hôtel, cette fois-ci, prudence. On scanne le building à la caméra thermique pour repérer sa position, aucun coup de feu n'est tiré. El Chapo dort quand on l'attrape, et voilà, retour prison. Encore une fois, pas pour longtemps. À peine quelques mois, on découvre un tunnel creusé par ses lieutenants sous la douche de sa cellule. Les mêmes que ceux qu'il utilise pour son trafic. Éclairé, ventilé, avec une moto sur les rails pour filer rapido jusqu'à une maison abandonnée, 1 kilomètre plus loin. Pouf, il redisparaît dans la nature. Vous vous dites sûrement que ça ressemble un peu trop à un film. El Chapo aussi. D'ailleurs, il voudrait bien en faire un sur sa vie. Et il vise carrément Hollywood. En octobre 2015, il entre en contact avec Sean Penn. Un hélicoptère amène l'acteur dans les montagnes. On lui confisque ses appareils électroniques, on brouille les radars, et de cette rencontre, il reste une vidéo de 17 minutes et un article. Mais aucun film au cinéma. 4 mois plus tard, El Chapo est arrêté pour la 3e fois. Acculé dans une de ses planques, il s'enfuit encore une fois par un tunnel, monte dans un taxi, menace le chauffeur, change de véhicule avant d'être attrapé. Victoire. Le bruit court que c'est en pistant Sean Penn que les autorités ont enfin mis la main sur El Chapo. Sauf que c'est faux. Les Marines
savaient déjà où ils se trouvaient lors de la rencontre, ils avaient même prévu de passer à l'action. Les États-Unis ont essayé de retarder le raid. Imaginez le scandale si une de leurs stars était mêlée à sa capture. Les Mexicains, eux, y seraient allés si une tempête ne les avait pas empêchés. Mais Sean Penn dira quand même qu'il lui reste un regret. En fait, il a jamais eu l'intention de faire un film sur El Chapo. Tout ça, c'était juste un prétexte pour dénoncer les ravages de la guerre contre la drogue. Mais son article paraît le lendemain de l'arrestation et tout le monde préfère croire la rumeur. Le plus grand fugitif de l'époque, trahi par son propre orgueil et la complicité d'un acteur d'Hollywood. El Chapo est jugé et condamné à 30 ans de prison. Aujourd'hui, il y est toujours. Mais pour combien de temps ? David Livingstone, l'explorateur. Son nom vous dit peut-être rien, mais c'est une méga star du 19e siècle. Sa destination de prédilection ? L'Afrique. Une ville porte son nom en Zambie. Il a parcouru des déserts, baptisé des chutes en l'honneur de la reine Victoria et traversé le continent d'est en ouest, ce qui a fait sa renommée. David Livingstone, c'est un missionnaire, un médecin profondément anti-esclavagiste, mais c'est pas un gars sympa pour autant, hein. On le décrit aussi arrogant que courageux, parfois au détriment de ses compagnons. Un de ses voyages, la remontée d'un fleuve en bateau, va tellement mal se passer, problème de navigation, maladie, qu'elle va coûter la vie à plusieurs membres de son équipe, dont sa propre femme. L'expédition est un échec, mais Livingstone a déjà un autre but, partir à la recherche de la légendaire source du Nil. Un objectif qui fait rêver depuis l'Antiquité. Des textes disent qu'elle se niche dans des montagnes dont la neige alimente le fleuve. Au 19e siècle, les explorateurs occidentaux ont découvert plusieurs lacs se disputant le titre de source du Nil. Livingstone, lui, est persuadé que c'est le lac Tanganyika en Tanzanie. Cette compétition est vaine. Aujourd'hui, on sait que le Nil prend sa source dans divers lacs. La plus au sud est Gazumo, un filet d'eau jaillissant d'une montagne. En 1866, Livingstone part donc pour prouver sa théorie et disparaît. Comme ça, voilà, le plus grand explorateur de son époque, spécialiste du continent africain, s'évanouit dans la nature. Forcément, ça fait jaser, enlevé par des tribus, mort, il y a eu pas mal de rumeurs. Toute fausse. Il est pas mort, il est coincé. L'Afrique, même si les Occidentaux l'explorent, à cette époque, c'est pas désert. Il y a des peuples qui y vivent, avec leurs règles, leurs conflits, leurs histoires, etc. Livingstone s'est en réalité retrouvé à court de moyens, incapable de payer les hommes qui le guidaient et qui l'ont abandonné sévèrement malade, avec des ulcères aux pieds qui lui font souffrir le martyre, à des milliers de kilomètres de chez lui. En Europe, tout le monde se demande où est passé le docteur Livingstone. Mais on ne fait pas trop d'efforts pour le chercher. Alors c'est un Américain qui va s'en charger. Henry Stanley, journaliste envoyé par son patron qui, à la recherche d'un scoop, lui donne carte blanche. Le gars débarque à Zanzibar en janvier 1871, 5 ans après la disparition. Il s'achète une escorte impressionnante, 190 hommes, dont la plupart des locaux, porteurs, soldats, cuisiniers, interprètes, mais aussi des chevaux, des ânes, un chien, des armes, des provisions et un drapeau américain. Puis, il se met en route. Et quelle route! Il traverse des jungles infernales où il affronte le climat moite, des insectes comme des guêpes, des mille-pattes, des scorpions et des mouches tsetse. La fièvre, la dysenterie le mettent à rude épreuve. Certains hommes désertent, il les rattrape et les force à avancer. Tout l'inverse de Livingstone, raciste et méprisant, Stanley n'a aucun respect pour les coutumes des tribus qu'il croise. Il manque de déclencher un incident diplomatique en enterrant son cheval sans autorisation sur des terres autochtones, traverse les fleuves sans payer le passage, s'enrôle même un temps dans une guerre entre plusieurs groupes locaux. Son périple et calvaire dure 11 mois. En novembre, Stanley arrive dans le village de Ouidji. On lui assure que le docteur est ici. Devant un bungalow, un homme assis. Pâle, fatigué, à la barbe grise. Le journaliste s'approche et prononce ces mots devenus légendaires. « Docteur Livingstone, je présume ?» L'autre lui sourit. Quelqu'un est venu le tirer de son enfer. Les deux deviennent très amis. Ils partent même explorer le lac Tanganyika ensemble, sans pour autant trouver la source du Nil. Malade, Livingstone devrait prendre le chemin du retour avec Stanley, mais il refuse et s'entête dans sa quête. Son nouvel ami retourne en Europe avec les lettres du docteur et le récit de son périple, dont il tirera un livre. Certains mettent en doute leur authenticité. Ils auront leur preuve ultime 2 ans plus tard. En 1873, épuisé par les ulcères qui lui déchiquetent les pieds, des pertes anales sanguinolentes et une fièvre qui ne l'épargne pas, Livingstone meurt, sans être retourné chez lui en Angleterre.
Son journal est publié à titre posthume, confirmant l'histoire de comment Henry Stanley l'a retrouvé à l'autre bout du monde. Comme quoi, ceux qu'on retrouve ne sont pas toujours des criminels ou des fugitifs. Pensez aux personnes enlevées ou disparues qui refont surface des années après. Il y a plein d'histoires dont on n'a pas pu parler. Jesse Lee Dugard, les séquestrés de Cleveland, mais aussi Bonnie and Clyde, Theodore Kaczynski. C'est qui, vous, la personne qui vous vient en tête? Dites-le nous en commentaire, on fera peut-être une partie 2.